Bonsoir à tous, bienvenue dans le débrief. Il se passe quelque chose au Parlement européen. On le savait en pleine tourmente suite au Brexit, aux crises successives dues à la pandémie de Covid-19 et encore plus aujourd'hui en raison des incertitudes et autres remises en question consécutives à la guerre en Ukraine. Mais aujourd'hui, le Parlement vit une véritable secousse avec ses affaires de corruption, de cadeaux reçus par les députés, d'autres députés, eurodéputés en prison et des collusions prêtées ou réelles des élus européens. Or, de là à charger le Maroc de tous les maux, il n'y a qu'un pas que l'institution de Strasbourg franchit allègrement, oubliant accords et histoire, partenariat et même le degré minimal de la courtoisie diplomatique ou parlementaire. Et cela a commencé depuis plusieurs années, depuis 2016, d'une manière flagrante. Des attaques et autres actes inamicaux contre le Royaume qui bénéficie pourtant du statut avancé avec l'Union européenne. Puis une résolution en 2021 pour la migration à Ceuta et surtout cette résolution de janvier dernier dans laquelle on ne sait trop ce qu'on reproche au Maroc, tellement on reproche de choses à ce pays supposé ami. Et c'est pas fini. Cette semaine, l'audition d'activistes du Polisario, une audience sur Pegasus, à croire que le Parlement européen a d'autres sujets fédérateurs que le Maroc. Alors, cette semaine aussi, le Parlement marocain a réagi et s'est réuni pour réévaluer ses relations avec cette institution législative européenne à laquelle le dit pourtant plusieurs textes juridiques unilatéralement non respectés par Bruxelles. Alors, plusieurs questions lors de cette émission. Pourquoi cette cabale? À qui profite-t-elle? Qui en tire les ficelles? Où se situe la vérité de ce qui se dit? Et quelle est la vérité de ce qui se trame? Beaucoup de questions auxquelles nous essayerons ou nous répondrons ou auxquelles répondront nos invités. Brahim Rachidi, bonjour. Bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, vous êtes professeur universitaire et vous êtes aussi ancien vice-président de la Chambre des représentants. Chargé des relations avec le Parlement européen. Ah ben alors ça tombe parfaitement, donc c'est extraordinaire. On est en plein cœur du sujet. Al-Harichi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques de l'Université Mondiapolis et spécialiste donc des relations du Maroc avec l'Union européenne et avec la France d'une manière plus particulière. Merci d'être avec nous. Syed El Haddad, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien ministre du Tourisme, si ma mémoire est bonne, je pense qu'elle est bonne. Vous êtes aussi professeur d'université et vous êtes aussi, et donc vous êtes là à ce titre, président de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne. C'est bien ça? C'est très bien ça. Donc j'ai bien préparé mes sujets. Merci à vous trois d'être avec nous. Je commence avec vous, Hsen Haddad. Donc les parlements marocains et européens sont liés depuis 2010 par un mécanisme juridique en vertu duquel la commission parlementaire mixte, donc que vous présidez, a été instituée. Aujourd'hui, le Parlement européen attaque le Maroc, on le voit. Donc ça a été déjà la résolution de 2021, puis la résolution de 2023, puis un certain nombre d'attaques dont vous allez nous parler. Alors, entre-temps, il s'est passé quoi? C'est quoi cette transformation silencieuse qui s'est opérée sur quelques années? Écoutez, nous avons un outil, nous avons un mécanisme, et ce mécanisme-là, c'est le comité parlementaire mixte entre le Parlement européen et le Parlement marocain. Elle est supposée être la commission dans laquelle on peut débattre des questions qui sont mutuellement d'intérêt pour le Maroc et pour le Parlement européen, pour le Parlement marocain et le Parlement européen. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir une plateforme pour discuter, pour débattre de toutes les questions qui intéressent les Européens comme les questions qui intéressent les Marocains. Donc c'était ça l'idée et l'esprit, si vous voulez, de cette commission-là. Alors il y a quelques parlementaires qui ont fait fi de cette commission-là depuis longtemps. Il attaque le Maroc depuis longtemps, mais il y avait une coalition de différents partis, que ce soit le PPE, les socialistes, le Renew, etc., qui font des équilibres dans le Parlement européen. Et à chaque fois qu'il y a une atteinte, si vous voulez, un amendement, un projet de résolution, quoi que ce soit, donc il y a ce groupe-là qui fait un peu l'équilibre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que le Parlement européen, il est sévi par de la corruption, un problème de corruption. Il y a des députés qui sont incarcérés. Il y a un problème, et ce n'est pas un Qatar Gate ou un Morocco Gate, c'est un Parlement européen Gate. C'est le Parlement européen il y a la corruption là, donc ils sont poursuivis en justice par la justice belge. Il ne fallait pas parler du Maroc ou quoi que ce soit. Mais il y a des gens qui ont parlé du Maroc dans les médias. C'est-à-dire dans les médias, il y avait la mention du Maroc. Et à ce moment-là, il y a tout un climat de peur, etc., qui a suivi le Parlement européen. La deuxième des choses, c'est qu'il y a des groupes qui sont importants, qui faisaient l'équilibre dans le Parlement européen, dont le PPE, qui se sont abstenus
d'aller dans la discussion de ce qu'on appelle les questions urgentes, et on s'est retrouvé dans une situation où on peut faire passer des choses qu'on ne passait pas avant. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le Parlement européen s'est transformé depuis 2016 jusqu'à maintenant en une plateforme pour attaquer le Maroc. Donc c'est systématique. Alors on y reviendra dans le détail si vous voulez bien, Hassan Haddad. Je voulais simplement vous poser la question de cette commission parlementaire mixte. Alors d'après les informations que j'ai pu recueillir ici et là, elle se réunit régulièrement depuis 2010, mais elle ne s'est plus réunie depuis 2019. Non, on s'est réunis en 2022 à Bruxelles, avec la présence de la vice-présidente, mais on s'est réunis parce que la présidence du Parlement européen est intervenue, parce que la coprésidence au niveau européen n'était pas intéressée par la Commission. Il n'était pas intéressé, donc la personne qui était la coprésidente, qui est mon vis-à-vis au niveau européen, n'était pas intéressée, et donc on est, si vous voulez, on a fait intervenir la présidente pour avoir une réunion, et pour avoir également les binômes, pour essayer de commencer à travailler. Le problème, c'est que cette commission-là, le vis-à-vis européen, qui est là, le coprésident, n'en voulait pas. Il ne voulait pas qu'elle travaille. Il dit oui, il est à la commission, etc. Il ne répond pas, il n'est pas là, il n'est pas intéressé. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses qui est très importante, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un amendement qui touche le Maroc, une résolution, ça ne passe pas par cette commission. Normalement, ça devait être discuté dans cette commission-là, et puis elle peut partir dans les autres commissions. Parce que c'est quoi cette commission ? C'est une commission qui a été approuvée par le Parlement européen, par le Parlement marocain, pour débattre des questions et également voter ce genre de choses, parce que le règlement intérieur de la commission a été voté par les deux parlements. C'est la raison. Donc c'est la raison pour laquelle les députés marocains sont souvent à Strasbourg, parce que ça a semblé étonner pas mal de monde de dire pourquoi les députés marocains sont ici, pourquoi ils viennent toujours ici, mais parce qu'il y a une commission parlementaire. Parce qu'il y a une commission parlementaire, et également si la commission faisait son travail du côté européen, et si on faisait les choses en bonne et due forme, et si on ne nous attaque pas à chaque fois. Par exemple, s'il y a une attaque, par exemple, de la part d'autres groupes, ils peuvent passer par la commission, on peut la débattre dans la commission, on peut parler de Omar Radis, s'ils veulent, on peut parler de n'importe quel sujet. Dans le cas de la commission, dans le cadre de cette commission-là, il aura l'opinion des Marocains, et puis après, ils peuvent la faire. Alors, on reviendra dans le détail, mais avant, juste pour éclaircir les choses, Ali El-Harichi, comment ça fonctionne l'Union européenne? Alors, on entend Union européenne, ouais, mais ça fonctionne comment? Il y a un Conseil de l'Europe, il y a une commission, il y a un Parlement, il y a une Cour de justice, enfin, il y a un tas de trucs. Comment ça fonctionne rapidement, si vous pouvez nous brosser un tableau là-dessus? D'abord, l'Union européenne fonctionne avec 7 institutions. Mais pour parler de l'Union européenne, il faut revenir à 1951. C'était l'ACECA, la Communauté économique du charbon et de l'acier. Puis c'était la Communauté économique européenne avec le traité de Rome en 1957. Après cela, il y a eu le traité de Maastricht qui a créé donc l'Union européenne en 1993. Enfin, il est entré en vigueur en 1993. Et cette Union européenne, il y a 7 institutions qui sont plus ou moins importantes les unes par rapport aux autres. La plus importante, à mon sens, c'est la Commission européenne. Il y a aussi le Conseil, qu'on appelle le Conseil des ministres ou le Conseil de l'Union européenne. Il y a le Conseil de l'Europe et il y a la Cour de justice de l'Union européenne. Il y a la Cour des comptes, si vous voulez, européenne. Et il y a la Banque centrale européenne, la BCE. Pour ce qui est du Parlement européen, il faut savoir que le Parlement européen, d'abord, il n'a pas l'initiative législative, il est co-législateur avec le Conseil de l'Union européenne, qu'on appelle le Conseil, et il n'a pas ça, et il n'intervient pas dans ce qu'on appelle la procédure spéciale, c'est-à-dire juste la procédure ordinaire par rapport à l'Union européenne. Donc même les affaires étrangères ne sont pas de son ressort, il contrôle, comme tous les parlements, le budget de l'Union européenne, mais pas les recettes, seulement les dépenses. Donc, voilà le rôle du Parlement européen. Par contre, le Conseil de l'Union européenne, qu'on appelle le Conseil, il est à la fois exécutif et législateur, puisqu'il participe à la législation, c'est-à-dire la procédure spéciale, mais il a un rôle aussi d'exécutif comme celui de la Commission. Est-ce qu'on peut dire finalement, excusez-moi, je vous coupe, il ne sert pas à grand-chose finalement le Parlement européen, puisque ces résolutions ne sont pas toujours contraignantes. Parfois on dit le Parlement européen, on peut dire machin, que c'est pas... quoi, comme dirait quelqu'un de célèbre. Ouais. Le Parlement européen est certainement, c'est un suffrage universel direct, c'est 705 membres, c'est la voix, si vous voulez, des peuples, et les autres instruments sont la voix des gouvernements. Mais seulement combien de personnes votent dans le Parlement européen? Quand on voit c'est-à-dire les élections en Europe,
quel que soit le pays, il y a plus de participation politique dans les présidentielles et dans les législatives nationales que parfois dans les régionales ou dans le Parlement, ce qui concerne le Parlement européen. Mais moi, ce qui nous intéresse aussi de savoir quelle est la relation du Maroc, si on a un peu le temps, avec l'Union européenne. C'est-à-dire que cette relation, enfin, la communauté économique qui est devenue l'Union européenne, ça a commencé en 69. C'est-à-dire en 63, on a posé la demande, on a eu un accord d'association qui était sur le côté commercial. Et à partir de 1976, c'est un accord de coopération où il y avait le commercial, l'industriel, il y avait aussi, on va dire, le domaine de la main-d'œuvre, et il y avait aussi un quatrième domaine, c'est-à-dire l'économique. Et après cela, est arrivé ce qu'on appelle le processus de Barcelone ou la conférence de Barcelone avec la politique euro-méditerranéenne où le Maroc a pris une place très importante et il y a eu un accord d'association avec le Maroc qui s'établit sur plusieurs volets, le volet politique, économique, social, humain et autres. Et finalement, pour aller vers la fin, c'est en 2008 quand même, c'est le statut avancé. Le Maroc est le seul pays en dehors de l'Europe qui a le statut avancé avec l'Union européenne. Donc la position du Maroc, c'est-à-dire bilatérale entre le Maroc et l'Union européenne, est très importante et on est étonné aujourd'hui que le Parlement européen ait cette attitude, je ne dirais pas le Parlement européen, mais je dirais quelques eurodéputés, cette position hostile vis-à-vis du Maroc depuis 2016. Vous êtes spécialiste dans ces questions-là, mais quand on voit un peu tous ces différents organes, il y a des moments où légitimement on se demande si on ne peut pas se poser la question d'une distribution des rôles, parce qu'il y a des choses qui sont dites par la Commission européenne, qu'on retrouve au Parlement européen. On y reviendra tout à l'heure un peu plus dans le détail. Professeur Brahim Rachidi, vous étiez au Parlement donc, lors de cette grande séance pour la réévaluation, donc on y reviendra aussi. Vous avez déclaré que ce qui se produit aujourd'hui dans le Parlement européen, dont Hassan Haddad a commencé par esquisser un peu les contours, intervient dans un contexte de crise profonde des institutions européennes. Alors quel genre de crise? Économique ou institutionnelle, corruption ou autre? C'est quoi ces crises? Tout d'abord, je voudrais signaler que le Parlement européen ne légifère pas sur pas des lois. C'est des règlements, des recommandations. Et deux, c'est que le Parlement européen a subi des conséquences profondes des dernières élections. Parce qu'il y a une montée des partis de droite, des souverainistes, il y a une montée de souverainistes, et de cette situation, il y a une crise profonde qui se manifeste au niveau du fonctionnement des instances du Parlement européen. Mais en tant que Marocain, il faut tout d'abord, comme cela a été dit par mon collègue professeur Hassan Haddad, il faut connaître la structure du Parlement européen pour voir et pour dire que la recommandation votée le 19 janvier 1963 n'a pas une force contraignante pour le Maroc. C'est une recommandation parmi tant d'autres. Alors la structure, c'est que le Parti populaire européen, 177 membres, ils se sont abstenus. Les alliances progressistes et socialistes des démocrates parlementaires, 145, ils n'ont pas tous, c'est des socialistes, ils n'ont pas tous voté cette motion, qui est passée à 365 voix sur 705. Et les Renew Europe, c'est-à-dire Renaissance, Parti Renaissance, cette partie qui soutient le président libéral, et il y a 102. Et ils n'ont pas tous voté cette... Alors, si vous voulez bien, c'est Brahim Rachidi, on reviendra sur le détail de cette résolution, mais le contexte de crise, Hassan Haddad a commencé à brosser donc, cette crise. Comment vous voyez cette crise? C'est vrai que depuis un certain temps, on entend beaucoup de choses être dites. Il y a une vice-présidente, Madame Kiali, je pense. Kial, voilà, qui est en prison, il y en a d'autres. Il y a un climat véritablement délétère. Il y a une crise aussi au niveau des différentes régions de l'Europe, l'Europe de l'Est, l'ex-Europe de l'Est, géographiquement à l'Est, l'autre Europe, le Brexit, etc. Est-ce qu'on peut imputer ce qui est en train de se passer aujourd'hui à ce contexte de remise en question des institutions européennes? Je continue, c'est que le Parlement européen vit aujourd'hui une crise profonde, parce que cette crise vient du fait que il perd un problème de crédibilité. Il perd un problème d'efficacité et il y a un discrédit
qui touche cette institution qui est le Parlement européen, avec la montée des souverainistes. Quand vous voyez la constitution des groupes, les groupes, il y a des groupes où il y a 6 députés, 3, ça va jusqu'à 31, mais les plus grands groupes, c'est 96, 76, etc. Et il y a des problèmes de corruption au sein du Parlement européen. Attention, le Parlement européen, il y a des institutions de lobbying, aussi bien dans le Parlement américain que dans le Parlement européen. Il y a des institutions de lobbying, il y a des groupes de pression qui vont faire du lobbying. C'est le cas de notre commission marocaine. Elle va là-bas pour expliquer le Maroc, parce que les députés, si vous permettez, ici, les 6 députés de Chypre, ou de Luxembourg, ou de Malte, ils ne connaissent rien sur la situation politique, économique et les profonds bouleversements positifs qu'a connu le Maroc depuis la Constitution de 1911. Ils sont confrontés à personne ne leur a expliqué depuis 2011. Pas 1911, vous êtes remonté un peu loin. 2011, non, 2011, non. Personne ne leur a expliqué. Si, on a eu plusieurs, on a même fait, moi personnellement, j'ai participé avec d'autres personnes à une conférence sur l'évolution des droits de l'homme au Parlement, à l'Assemblée nationale française, au sein de l'Assemblée nationale française. On a débattu avec toutes les formations politiques. C'est là où on doit comprendre que beaucoup de députés ne connaissent pas, les progrès qu'a réalisé le Maroc dans le domaine des droits de l'homme. L'instance équité et réconciliation, qui a soldé tout le passé négatif en matière de droits de l'homme, le Conseil national des droits de l'homme, la liberté de la presse. On en parlera tout à l'heure. Je vous donnerai l'exemple de l'Algérie. Parce que le Parlement européen, aujourd'hui, qui dit que, bon, voilà, le procès X, procès Y, la liberté de la presse, je vous signale que Farid Harbi, qui est un journaliste connu, c'est lui qui est responsable du site d'information tout sur Boumeldes, a été incarcéré et condamné à 3 ans de prison en Algérie. Le 4 février, c'est important, le 4 février 2023, un autre journaliste, Saad Boukaba, a été incarcéré. Il y a 300 militants des droits de l'homme qui sont incarcérés en Algérie. J'aurais bien voulu que le Parlement européen prenne une décision pour le parallèle. J'attendais que vous disiez ça. En fait, vous faisiez le parallèle. Les droits de l'homme sont à géométrie variable. Alors justement, je reviens à vous. Donc ces attaques, on le disait, elles ne datent pas d'hier. Vous avez donné vous-même des chiffres, 420 amendements depuis 2016, une centaine de questions contre le Maroc. Alors, Brahim Rachidi dit qu'ils ne nous connaissent pas beaucoup. Mais par ailleurs, il y a une animosité claire. Vous en avez longuement parlé lors de cette séance parlementaire, de cette commission que vous présidez. Comment ça se fait qu'il y ait autant d'animosité? Est-ce que c'est nous qui n'avons pas fait le travail, ou c'est de l'ignorance, c'est de la méconnaissance? Comment ça se passe? Il y a 2 choses. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une animosité du Parlement européen. Il y a une animosité de la part d'une dizaine de personnes, une douzaine, même une vingtaine, qui sont ils sont actifs. Ils sont bien instrumentalisés, bien organisés. Il y a un cabinet de lobbying qui travaille avec eux au niveau de Bruxelles. Ils sont financés par nos voisins et il est le Polisario qui les encadre. Ils sont là. Et ils travaillent avec un intergroupe qui a été créé par le Polisario. Je vais répéter ça. C'est le Polisario, il y a le représentant du Polisario en Belgique qui a dit en février 2020 qu'il est content d'avoir créé un intergroupe au sein du Parlement européen. Ça veut dire que c'est une partie tierce qui n'est pas européenne, qui a fait la création de l'intergroupe pour le Sahara. Ça, c'est la première des choses. Et ils sont là, ils sont bien financés, ils font des événements. Mais ce sont des événements. C'est une question de financement, parce que c'est le petit Polisario contre le grand Parlement européen. C'est l'Algérie qui finance. C'est l'Algérie qui finance, ils sont là. Et puis, ils rentrent au Parlement européen, les Polisario rentrent avec les badges de l'ambassade algérienne, alors que nous travaillons dans la transparence totale. À chaque fois, on demande les badges. Et on est là, on ne fait pas du lobbying. La Commission ne fait pas du lobbying. La Commission, elle est institutionnelle. Dans l'accord du statut avancé, on avait prévu une commission qui est parlementaire et qui va parler de toutes les questions au niveau des 2 parlements. Donc, ces personnes-là, ils sont bien organisés. Et ils travaillaient tout le temps. Ils étaient là tout le temps. On partait là-bas parce qu'il y a une attaque chaque semaine.
contre le Maroc. On est là pour contrer cette attaque. Donc il y a une majorité qui est faite des partis qui sont de droite, de gauche et de centre, qui sont là, qui font les équilibres et qui comprennent l'importance du partenariat avec le Maroc. Maintenant, ils ont profité d'une crise institutionnelle très profonde de corruption qui existe dans le Parlement européen et le fait qu'il y a une abstention d'un groupe, il y a un groupe qui vit une crise qui est très importante, qui sont les socialistes, et ils ont profité également d'une chose qui est très importante, c'est que les gens du centre, qui sont le renouveau, le renew, avec le leadership de parlementaires français, qui sont proches des institutions françaises, ils ont été au-devant de la scène par rapport à ça. Ça, c'est nouveau. C'est surprenant. On a été surpris par... Normalement, nos amis français et nos partenaires français, parce qu'on n'avait jamais, si vous voulez, on n'a jamais vu que ça. Les Français étaient toujours avec nous, comme on est toujours avec eux dans ce sens-là. Mais à ce moment-là, on a été surpris. Donc ces éléments-là ont fait que cette résolution a passé. Mais dans des temps qui sont normaux, ces résolutions ne passent pas. Mais ce que je dis, est-ce que le Parlement européen, avec qui nous avons un partenariat, nous avons un instrument, nous avons un accord dans le cadre de... Est-ce que le Parlement européen peut tolérer qu'une poignée de députés ne font rien qu'attaquer le Maroc? Il y a un rapport, il y a des amendements contre le Maroc, des résolutions contre le Maroc, des questions contre le Maroc. On crée un intergroupe qui est du Polisario et de l'Algérie au sein du Parlement européen. C'est ça l'ingérence. Et il ne fait qu'attaquer le Maroc. Par exemple, la semaine dernière, il y avait un événement qui a été organisé par l'intergroupe. Ils ont invité Sultan Akhia. Sultan Akhia, il avait juste 2 députés, c'est un non-événement, pas de problème. Mais il avait par exemple Khadija Tou qui avait voulu également être dans cet événement-là. C'est la dame qui dit qu'elle a été violée par Brahim Ghali. Il y avait 500 ONG du Sahara qui ont demandé est-ce que on parle également des droits de l'homme au niveau de Tindouf, on parle des droits de l'homme au niveau de l'Algérie, etc. Écoutez, ces personnes-là, si vous êtes par exemple un intergroupe qui parle du Sahara, autant avoir les opinions des autres. Mais pourquoi les Marocains ne sont pas représentés là-bas? Alors pourquoi ils sont aussi actifs et qu'ils peuvent être actifs? C'est comme si on prenait une métaphore d'un match de foot. Ils sont très bien financés, ils sont très bien organisés. Il y a un cabinet de lobbying qui travaille avec eux au niveau de Bruxelles. Il est bien payé par les Algériens. Ça, c'est un secret de polichinelle. C'est tout le monde. Ils le savent là-bas, Strasbourg. Tout le monde le sait. Tout le monde sait ce genre de choses. Il y a même, j'ai dit, qu'il y a un tweet du représentant du Polisario à Bruxelles qui avait dit « Moi, je suis fier d'avoir créé un intergroupe. Les intergroupes au niveau du Parlement européen, c'est pour des questions thématiques. C'est pas pour questions politiques. Dans les articles fondateurs de ces intergroupes, on dit qu'on ne peut pas avoir un intergroupe politique traité par ailleurs à l'ONU. Sur une question qui est à l'ONU. Et deuxièmement, tu ne peux pas nuire aux relations qu'a le Parlement européen avec d'autres parlements, avec qui il a un partenariat. Si vous permettez, pour compléter un peu ce qu'a dit le professeur Hassan Haddad, c'est que Sultana Sidi Ibrahim Khaya, elle est marocaine, elle a un passeport marocain, elle habite à Boujdour. Sa sœur, elle s'appelle Aoura Sidi Ibrahim Khaya. Elle est aussi à Boujdour, elle se promène librement, comme l'autre militante, dont je citerai le nom après, qui est à Al-Ayoun. Elle circule avec un passeport marocain, et puis voilà, on dit que les droits de l'homme sont bafoués. On va dire, plutôt activiste. Vous parlez d'Aminatou Haïdar. Aminatou Haïdar, exactement. Voilà, en militante, c'est peut-être un peu beaucoup dire. Alors, moi, je dis, faites la même chose avec nos voisins, avec l'Algérie. Par exemple, vous avez un passeport algérien et vous allez, par exemple, quelque part, vous vérifiez l'Algérie. Quand vous rentrez, qu'est-ce qui va vous arriver? Absolument. C'est comme pour l'histoire du recensement des camps de Tindouf, ou l'histoire de l'OLAF, l'Office de lutte antifraude européen, qui donne pas... Et ça, beaucoup de députés européens ne le savent pas. Alors, on va laisser Ali El-Harichi. On va revenir sur cette question du vote. Hassan Haddad, président donc de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne, dit que cette résolution a été menée quelque part par Renew, pas quelque part par Renew, lequel est structuré autour du groupe du Parti français Renaissance. Dans la déclaration du 23 janvier de réaction, le Parlement marocain avait dit que la charge avait été menée par un pays dont on suppose l'amitié historique. Renseignement pris, il s'agissait de la France. Le président du Parlement marocain, Rachid Talbi El-Alami, a évoqué cette semaine l'affaire du journaliste marocain Rachid Barki qui a été viré, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, de BFM TV parce qu'il avait dit le Sahara marocain. Et Rachid Talbi El-Alami parlait sur un ton assez sarcastique du pays des droits de l'homme et de la liberté de la presse. La France, dans tout ça, elle fait quoi? Est-ce que c'est la France ou ce sont des lobbies en France?
des lobbies dont les intérêts se croisent avec les intérêts du Maroc. Je pense que Hassan Haddad vient de nous expliquer qu'il y a un petit groupe, qui est très actif au niveau du Parlement européen. Et malheureusement, il y a des Français où le renouveau, la Renaissance, donc, ont porté cette question ou cette recommandation. Et c'est ce qui a donné le temps, si vous voulez, à cette recommandation, bien qu'elle soit non contraignante. Et puis pour nous, c'est rien. En fait, cette recommandation, il est non contraignante. Et puis le Maroc n'a cédé ni ses compétences, ni à une autre institution supranationale pour lui dicter ce qu'il doit faire. Est-ce que c'est l'État français qui est responsable? À mon sens, non. Mais je pense qu'il y a des lobbies au niveau de la France qui, dans les intérêts et surtout, qui vont avec on a parlé aussi de l'Algérie, du Polisario, donc qui soutiennent le Polisario et qui sont avec l'Algérie, on entend des financements, qui ont joué ce jeu-là. Parce que finalement, pour revenir à la relation entre le Maroc et la France, quelles que soient les crises que le Maroc a connues avec la France, il y a eu toujours des perspectives d'avenir. Les crises depuis la déclaration commune du 2 mars 1956 de l'indépendance du Maroc, il y a toujours eu des crises avec la France, mais il y a eu toujours on va dire un partenariat ou une coopération selon le moment. Au début, c'est une coopération un peu inégale, étant donné que c'était le centre qui décidait de la politique de la périphérie. On est dans les années 60, et puis on passe au partenariat et on devient, c'est-à-dire d'égal à égal, d'un État qui traite avec l'autre d'égal à égal. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que peut-être il y a certains intérêts de certains lobbies ou de certains groupes français qui se croisent avec ceux du Maroc, mais il y a aussi la position de l'Algérie et du Polisario qui jouent sur, comme disait Maître Rachidi, sur la méconnaissance par certains députés de la question marocaine, qui jouent aussi de cette parce qu'il faut parler, quand on parle de l'Europe, le Parlement européen, il y a un problème au niveau du Parlement européen, c'est-à-dire qu'il y a une fragilité au niveau de ce Parlement, et là, des crises et des guerres, comme vous avez dit. Messieurs, nous arrivons à la moitié de l'émission. Brahim Rachidi, vous vouliez réagir, vous allez réagir après la pause, on se retrouve dans quelques secondes et vous réagirez. On démarre la deuxième partie de ce débrief consacré donc à cette réunion du Parlement marocain en réaction à tout ce qui se passe au niveau du Parlement européen à Strasbourg et cette fameuse réévaluation des relations avec le Parlement européen qu'a décidé le Parlement marocain. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, marhaba, et nous en parlons avec Brahim Rachidi, Ali Harichi et Hassan Haddad. Brahim Rachidi, juste avant la pause, vous vouliez réagir à cette question posée et répondue, comme dirait l'autre à Ali Harichi, sur le rôle de la France et de Renaissance et de Renew dans cette résolution du 19 janvier. Moi, je ne voudrais pas répondre à mon ami Ali Harichi, mais je voudrais compléter une chose, c'est que si on se limite à la visite de la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna du 15-16 décembre dernier, et surtout à la déclaration du nouvel ambassadeur de France à Rabat, le Couturier, monsieur le Couturier, Christophe le Couturier, il a dit clairement dans une interview donnée à un hebdomadaire casablancais, il a dit que cette résolution n'a rien à voir, n'engage pas du tout la France, et s'est attaché donc à, il a dit, et en particulier que ce vote des eurodéputés, le parti Renaissance du président Macron d'une résolution au Parlement européen, hostile au Maroc, elle n'engage nullement la France. En même temps, il ne va pas dire le contraire. Moi, je me tiens... Il est ambassadeur. Non, nullement la France, c'est quand même... C'est un ambassadeur, il ne peut pas dire le contraire. D'autant plus que, comme vous le savez, le groupe Renew, le groupe Renaissance, c'est un melting pot. Ce n'est pas un parti politique structuré, c'est un mouvement où il y a des gauchistes, il y a des gens de droite, il y a du LR jusqu'à l'extrême droite, ils sont tous membres de ce groupe. Donc ça n'engage pas le parti, ça n'engage pas l'État officiellement, l'État français officiellement, c'est un parti avec toutes ces composantes hétérogènes. Vous pouvez rebondir sur ça. Moi, je suis d'accord avec Sibrahim, mais en même temps, il faut faire une nuance. C'est que, bien sûr, on ne dit pas que c'est l'État français, officiellement il le fait, mais il y a une partie de l'État profond en France qui
qui a mis le nom du Maroc, qui a peut-être poussé le nom du Maroc dans la couverture de presse de la question de corruption, qui avait peut-être poussé également que le nom de la France du Maroc soit cité par rapport à Pegasus, et qui a poussé Stéphane Séjourné et les Stéphane Séjourné, c'est le président du groupe. Le président du groupe Renew Europe, voilà. Il est très proche. Qui est français, qui est très proche du président Macron. Et normalement, ces gens-là, moi je suis là dans la commission depuis longtemps, on travaille avec eux, nous sommes des alliés, nous sommes des partenaires, on travaille, on voit un peu, il y a des équilibres et tout ça. Alors que quand tu trouves quelqu'un qui est très proche du président, mais qui a été parmi les meneurs de cette résolution contre le Maroc, tu te demandes des questions. Il a des questions qui se posent. Vous avez eu des contacts avec Séjourné ? Pardon ? En tant que président du groupe. J'ai essayé d'avoir des contacts. On attendait qu'il vienne à Marrakech parce qu'il avait l'international libéral là-bas et on parlait avec lui. Non, il n'était pas là. Et également, c'était lui. Il était le penholder. Pourquoi il n'était pas là ? Je ne sais pas. Je sais pas. Mais il n'était pas là parce que ça, c'est une réunion de l'international libéral. Mais on voulait lui parler. Moi, j'ai essayé 2 ou 3 fois pour avoir un dialogue. Tu sais une chose, c'est Aziz. Moi, j'ai toujours essayé d'avoir un débat avec tous les parlementaires européens. Ce qu'on leur dit, ce qu'on leur demande, on leur dit juste invitez-nous. Par exemple, vous avez quelque chose contre le Maroc. Vous êtes un Crespo, ou Anna Miranda, ou Thys Reuten de Hollande, etc. Vous avez un parti pris contre le Maroc. Mais vous organisez un événement, on veut bien qu'on soit là, qu'on soit consulté. On vous donne le point de vue du Maroc. Si on est le Parlement européen, le berceau de la démocratie et tout ça, et on ne tolère même pas que les Marocains soient représentés, qu'on les écoute. On avait organisé un événement du RIF où il y avait Thys Reuten de Hollandais. Moi, j'ai demandé officiellement, j'ai dit, est-ce que je peux venir pour dire, j'ai des opinions par rapport au RIF. Vous savez, le parti de l'Istiqlal, il avait des opinions par rapport à la question du RIF. Il a également le Maroc. Il a tout. Je peux venir et enrichir le débat. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas. Non, mais en même temps, la réaction française est assez particulière. Je vous donne la parole tout de suite. Je vous tends le micro tout de suite à Ali El-Harichi. Mais lors d'une récente rencontre entre le président Emmanuel Macron et le Premier ministre Pedro Sanchez, l'Espagnol a été très clair en disant nous avons demandé à nos députés de ne pas voter cette résolution. Le président français a été un peu moins clair, on va dire les choses comme ça. Donc il peut y avoir une certaine opacité dans cette position. Donc cette question d'indépendance du Parlement européen, etc., moi je pense que ce n'est pas quelque chose qui est vraiment très clair. Il y a de l'influence qui existe, il y a des courants qui passent. Donc il n'est pas indépendant, il n'est pas contraignant, il n'a pas d'initiative législative, il sert à quoi? Il sert à avoir une certaine démocratie parlementaire, c'est-à-dire les citoyens européens qui choisissent l'Europe et qui sont des députés et qui critiquent le Parlement européen parce qu'il y a beaucoup de dépenses, en parlant des partis de la droite. Mais c'est juste, moi je voulais parler c'est-à-dire, quand j'ai parlé tout à l'heure du partenariat du Maroc avec l'Union européenne, il y a un exemple très intéressant. La Cour de justice de l'Union européenne. 2 fois, il a essayé de dire, c'est-à-dire de donner pour les accords, quand il y a eu le renouvellement des accords de l'agriculture ou de la pêche, il a essayé de toucher le Sahara marocain et ça ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas un sujet de la Cour de la justice de l'Union européenne. Et c'est la Commission européenne qui est notre partenaire. C'est pour cela qu'il faut voir qui est réellement notre partenaire, qui a fait l'appel auprès de cette Cour et on a eu gain de cause en 2 fois. La dernière il y a 2 ans et l'autre il y a je pense 4 ou 5 ans. 5 ans. Donc tous les 4 ans qu'il fallait renouveler cet accord. Juste pour montrer qu'il y a des institutions au niveau de l'Union européenne qui ont de très bonnes relations avec le Maroc, qui est un partenaire stable, fiable. Le Maroc, il y a plusieurs défis qu'on partage avec l'Europe. Ils doivent le comprendre. Nous, on le sait, mais eux, ils le savent. Non, mais ils le savent. Ceux qui sont intéressés, ceux qui travaillent avec nous, c'est la Commission européenne, il le sait, pour l'immigration, le défi migratoire. Le Maroc n'est plus un pays de transit, il est aussi un pays d'accueil. Il y a le défi de réchauffement climatique, il y a le défi sécuritaire. Le Maroc a montré sa force dans ce domaine, que ce soit les renseignements ou dans le domaine sécuritaire. On a tellement de défis ensemble et puis on partage beaucoup de choses avec l'Europe. Nous avons une population marocaine qui réside en Europe comme nous avons une population européenne qui réside au Maroc. Donc, je pense que le Parlement européen, je ne dirais pas un agora où les gens s'expriment, mais
Malheureusement, et je pense que Haddad a très bien dit les choses, il faut travailler, et dans ces commissions qui travaillent, c'est-à-dire qui représentent le Maroc, il faut les appuyer avec des chercheurs, avec des personnes pour porter la voix du Maroc au niveau de l'Europe, pour convaincre, parce que nous aussi, on peut convaincre sans aller dans la finance. Nous n'avons pas besoin de finance, parce que la légitimité est historique et juridique, elle est avec le Maroc pour ce qui est du Sahara, pour ce qui est des droits de l'homme. Le Maroc, c'est Rachidi, il a parlé de l'instance d'équité et de réconciliation en 2004. La Constitution du Maroc, en 2011, il a consacré un titre entier aux libertés et aux droits fondamentaux. Il y a 22 articles. Le préambule de la Constitution, il porte les droits de l'homme et les libertés fondamentales en trois c'est-à-dire alinéas. Et encore, il y a 5 ou 6 articles, 8 articles, en dehors des 22 articles du titre qui portent les libertés fondamentales et les droits fondamentaux, qui sont consacrés dans la Constitution. On ne peut pas demander au Maroc une organisation qui vient de l'extérieur, qui n'est pas supranationale, à qui on n'a pas cédé nos compétences, comme les États européens peuvent céder, parce qu'ils doivent le céder, c'est le traité de l'Union européenne, depuis Rome jusqu'à Lisbonne. Nous ne sommes pas concernés par ce que pense le Parlement européen. Et il n'a pas à décider pour ce qui est de la justice marocaine, parce que le Parlement européen a demandé, lors de l'instruction c'est Maître Rachid peut nous éclairer, c'est-à-dire d'une affaire, il a demandé, il a donné même une recommandation lors de l'instruction. Où est l'indépendance de la justice? Si on parle du principe de la démocratie, des libertés, de l'indépendance des 3 pouvoirs, comment une organisation étrangère vient dans une ingérence dans un autre pays, lui imposer, lui dicter, même si c'est non contraignant, certaines choses. Et puis recevoir Khaya ou la dame, alors qu'une autre Marocaine ou une autre qui plaide parce qu'il a subi, c'est-à-dire des violences par rapport à et les muselés. Nous, on peut revenir au Conseil de sécurité et voir les deux derniers aux droits de l'homme des droits de l'homme. Le Maroc a été félicité par le Conseil de sécurité. Alors que l'Algérie est une douve, on a dit qu'il faut aller voir ce qui se passe là-bas. Brahim Rachidi. Tout d'abord, la réaction de toutes les institutions officielles et non officielles au Maroc, suite à la publication de cette recommandation du 19 janvier 2023, a montré que le Maroc est immunisé contre toute ingérence extérieure. On ne peut pas tolérer une ingérence de pays étrangers, quel qu'il soit, dans nos affaires intérieures, d'autant plus que les droits de l'homme au Maroc ne sont pas un paradis, mais nous sommes l'un des meilleurs pays en matière de respect des droits de l'homme dans les pays du tiers-monde. D'autant plus que, pour moi, le Maroc constitue le seul véritable rempart et pôle de stabilité au sud de l'Union européenne. Nous sommes à 14 km de l'Europe. On vient de réactiver la commission de réalisation du tunnel entre le Maroc et l'Espagne, et on a nommé un ingénieur et un ancien ministre à sa tête, M. Al-Kbir Zaoud. En plus de cela, l'Union européenne ne peut pas nous dicter. Ce n'est pas l'Union européenne, nous n'avons aucun problème avec l'Union. Nous avons, comme ça a été avec ça. Je termine 2 minutes. Nous devons exiger que le Maroc soit traité en tant que partenaire loyal, engagé de l'Union européenne, pour avoir, d'autant plus que les pays européens doivent changer de focus, de lunettes, pour voir le véritable Maroc. De comportement aussi, tant qu'à faire. Le véritable Maroc. Le Maroc où il y a la liberté d'expression, le Maroc où il y a le pluralisme politique, le Maroc où la presse n'est pas bafouée, parce que c'est un Maroc nouveau. Le Maroc, depuis l'avènement de Sa Majesté Mohamed VI et la Constitution de 2011, nous avons vraiment un arsenal de protection. Il faut qu'ils revoient un peu des droits de l'homme. Je vous arrête là, Brahim Rachidi. Je voudrais me retourner vers vous, Hassan Haddad. Alors, c'est très bien de dire on n'a pas de problème avec l'Union européenne. Ok, nous, on veut bien l'admettre. Si on nous dit quelque chose, on va essayer quand même de réfléchir.
Et puis quand on réfléchit, on voit que le vice-président de la Commission européenne, M. Josep Borrell, le haut représentant pour sa politique étrangère, était dans nos murs, était à Rabat en début janvier, et qu'il avait dit que pour les droits humains, la Commission se préoccupe, qu'il avait dit aussi que pour la corruption, c'est tolérance zéro. Je reprends son expression, tolérance zéro. Voilà ce que dit donc le vice-président de la Commission européenne. Et puis, 15 jours après, il y a ce vote de la résolution. J'ai parlé tout à l'heure de distribution des rôles. Non, moi, je ne pense pas qu'il y ait une distribution des rôles. Mais il y a quand même une concomitance assez particulière. Par exemple, il y a le rapport qui a été publié il y a une semaine par la Commission européenne qui parle de l'impact positif du partenariat entre le Maroc et l'Union européenne par rapport aux populations du Sahara marocain. Et on en parle d'une façon très clair qu'il y a un impact positif et ça a été publié 2 fois. Il n'y a pas juste Borrell, il y a également le haut-commissaire du bon voisinage qui va être là ces jours-ci. Au Parlement marocain, il y a 3 jours, 4 jours, on a fait un débat sur la décarbonisation et ce qu'on appelle la frontière carbone. Il y a un expert de la Commission européenne qui était avec nous. Donc ce travail se fait. Mais le problème qu'on a, on a avec le Parlement européen, on a avec quelques-uns du Parlement européen, mais on a avec le Parlement européen en tant qu'institution. Alors, ce qu'on dit au Parlement européen, vous ne pouvez pas, si on a un partenariat qui est solide et on a un statut avancé, vous ne pouvez pas parler de nous en tant que partenaire sans qu'on soit présent. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire, voyez, on a mis en place ce mécanisme-là, il faut le faire fonctionner. Vous voulez parler des droits de l'homme, pas de problème, nous n'avons pas de problème. Nous, on dit au Maroc qu'il n'y a plus de violation systématique des droits de l'homme, il y a quelques abus ici et là, mais il y a des institutions qui sont là. Regardez juste, moi je me suis amusé à regarder, par exemple, les rapports du Conseil national des droits de l'homme sur la question des RIF. Mais il dit tout. Ce qu'a fait la police, ce qu'ont fait les prostateurs, tout est dit là. La plupart des rapports qui ont été dits, on dit que fait la police, quels sont les problèmes qui sont avec la justice, quels sont les problèmes qui sont avec les... Donc, on dit toute la vérité. Quand tu as des institutions comme ça qui sont là et qui sont capables et qui vont sur le terrain, ils font des investigations, etc. Donc, ça, c'est ça les avancées qu'il y a au Maroc. Ça ne veut pas dire qu'on est le Danemark, qu'on est la Suède, etc. Mais on a fait des avancées qui sont très importantes. Nous, on n'est pas là en train de défendre ce qu'on dit au Parlement européen. On dit, nous, le Parlement marocain, on a traité de ces questions-là. On a interpellé le gouvernement par rapport à différentes questions. La question de RIF est revenue depuis 2017 au Parlement marocain et on l'a traité plusieurs fois. On a eu des questions. Pourquoi le Parlement européen assume ce rôle-là? C'est le rôle du Parlement marocain. Il aurait pu nous demander, il aurait pu nous saisir, il aurait pu convoquer la réunion de la commission mixte et dire « Écoutez, vous les Marocains, vous avez un problème. Et ce problème, ça nous intéresse de comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez interpeller le gouvernement marocain? Qu'est-ce que vous en pensez ?» J'entends bien ce que vous dites. On est tout à fait d'accord. Et là, c'est une question que je vous pose, mais qui est ouverte. Dans ce qui se passe, il y a quand même un effet d'amplification médiatique. Quand alors le commissaire au voisinage, la décarbonation, tout ça c'est bien joli, mais c'est repris par personne dans les médias européens, essentiellement francophones. Mais cette question de la résolution, les droits humains, le Maroc-Gate, la corruption, Pegasus, ça va pas quand il y a 3 migrants qui arrivent à franchir Gibraltar, c'est le Maroc relâche ses frontières, ça veut dire que c'est bien orienté, c'est bien orchestré, voilà. Bien pourquoi on ne dit pas quand il y a ce que disait le professeur Rachidi sur la migration, sur la sécurité, sur le partenariat en réchauffement climatique, ça c'est pas dit. Un petit mot sur Pegasus parce que ça a été démontrer que vraiment il n'y a aucune preuve que le Maroc a pris la parole, je reviens à vous. En plus de cela, il faut que les gens sachent que l'écoute d'une personne par Pegasus, ça vaut 5 millions de dirhams. Une personne. Quand vous écoutez une personne, c'est 5 millions de dirhams. Alors qu'on arrête de raconter n'importe quoi aux Européens, aux citoyens européens, parce que le Maroc est un pays où vraiment il y a une transparence totale. Quand on écoute, on ne compte pas, c'est ça que vous voulez dire? Non, il y a une transparence totale. Parce que, est-ce que le Maroc a intérêt à écouter X ou Y en payant 5 millions de dirhams? Mais pour répondre à ta question rapidement. Non, vas-y, Salim. Pour rejoindre ce qu'a dit Sébrahim et Hassan, le Maroc, pour ces questions de Pegasus et autres, il n'y a pas de preuves. Et
jusqu'au moment. Non seulement il n'y a pas de preuves, je vous coupe, mais quand le Maroc a été en justice contre les journaux français, fin de non-recevoir. Parce qu'ils ont dit que l'État ne peut pas porter. Bon, c'est une autre histoire. C'est irrecevable sur le plan fort. Pas sur le plan contenu. Voilà. Parce que on ne juge pas la justice des autres. On ne juge pas la justice des autres, mais en tous les cas, revenons parce que vous avez dit tout à l'heure, se joue des rôles. Moi, je ne crois pas que ça joue des rôles. La présidente de la Commission européenne, lorsqu'il y a eu la crise à Nador, il y avait c'est-à-dire de l'immigration, il a intervenu et il a dit, bon, on a parlé du partenariat rénové par rapport, et il a félicité de ce que fait le Maroc. Nous ne jouons pas le gendarme, nous avons un défi en commun. C'est-à-dire que l'Union européenne, dans ses différentes institutions, est pour nous le plus important, c'est les institutions avec lesquelles on travaille, avec lesquelles on a un partenariat où on travaille dans les relations internationales du gagnant-gagnant. Ils sont gagnants avec nous, nous sommes gagnants avec eux. Alors, le Parlement européen n'a qu'à se ranger et s'occuper de ses affaires, et puisqu'il est co-législateur avec le Conseil de ses affaires. Et comme a dit Haddad, s'ils veulent écouter les Marocains, il y a une commission. Et par rapport aux droits de l'homme, c'est vrai, ce n'est pas le paradis, c'est très bien. Mais quand même, on a fait beaucoup d'efforts. Et on n'a pas à se défendre. On peut discuter. Parce que nous n'avons pas peur du débat. Nous n'avons pas peur du débat. Vous avez cité Khaya Sultana. Il va revenir au Maroc et personne ne va la toucher. Et ça, différemment à ce qui se passe par rapport en Algérie, où il est parti en Tunisie. Et là, toute une question qui a été... Alors, et vous voulez réagir aussi, mais rapidement, parce que je voudrais vous poser... Excusez-moi. Rapidement, vous réagissez rapidement parce que je vous posez une question à vous trois. On a encore 5 minutes. Pourquoi on ne s'intéresse pas aux questions qui sont fondamentales, qui sont la question de migration, la question de sécurité, la question de l'énergie, la question de l'hydrogène vert, la question de la jeunesse, la question de développement, la question des femmes. On ne s'intéresse pas à ça parce qu'on est dans le sensationnel. Voilà. On est dans le buzz. C'est orienté, c'est bien payé, c'est bien fait, c'est bien organisé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que je pense que toute cette question-là, on doit l'avoir dans le cadre d'une réévaluation. Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser et on va conclure sur ça. On a encore 5 minutes, on va faire le tour de table. Je commence par vous, Hassan Haddad. Quand le Parlement marocain dit qu'il s'est réuni, qu'il a fait intervenir beaucoup d'experts, un grand nombre d'experts, des parlementaires, des anciens parlementaires, tout le monde pour dire nous réévaluons les relations que nous avons avec le Parlement européen. Qu'est-ce que ça veut dire, sachant que le Parlement marocain légifère, le Parlement marocain a une fonction et une utilité qu'on va dire beaucoup plus importante que celle du Parlement européen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réévaluer ? La première des choses, on aurait pu juste ignorer le Parlement européen et dire, bon, ce sont des personnes qui peuvent faire ce genre de choses. Ça ne nous intéresse pas, on travaille avec les institutions. Mais nous, on dit qu'on veut continuer dans ce partenariat avec le Parlement européen parce que c'est important. Il y a pas mal de groupes qui sont pas sympathiques avec le Maroc, mais qui valorisent le partenariat avec le Maroc. Maintenant, ce qu'on veut dire au Parlement européen, est-ce que vous voulez de ce partenariat ou non ? Si vous le voulez, il y avait des mécanismes qu'on devait utiliser, vous ne les avez pas utilisés. Nous, les Marocains, nous les avons utilisés. Nous étions toujours là, nous étions bien organisés, nous étions transparents, on a été dans le travail. Même ceux qui l'accusent de corruption, ils ne voulaient pas nous parler. Panzeri, Kosodino et Georgie et les autres, ils ne voulaient pas nous parler en tant que commission marocaine. On va là-bas et ils ne voulaient pas nous parler. On devait passer par la présidence pour organiser des choses. Donc on avait un mécanisme. Est-ce que ce mécanisme, pourquoi vous ne l'avez pas utilisé ? Et si vous voulez qu'on renouvelle ce partenariat, il faut qu'on utilise ce mécanisme pour toute chose qui concerne le Maroc. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses... Rapidement, parce que je veux passer... C'est la dernière. Est-ce que le Parlement européen, c'est une plateforme pour attaquer le Maroc ? Si c'est une plateforme pour attaquer le Maroc, nous, on n'accepte pas. Merci de répondre. Troisième chose, l'intergroupe, si c'est un intergroupe pour le Sahara, il doit inviter tout le monde, il doit avoir toutes les opinions. Pas seulement la vérité, celle de l'Algérie, toute la vérité. On est d'accord. Allez, Harissi, c'est quoi réévaluer ? En 2 minutes. Désolé. Je pense que M. Haddad a bien répondu. La dictature du temps. Réévaluer, le Parlement européen, vous voulez avoir un partenariat avec le Parlement marocain à travers ces commissions, il faut faire fonctionner et actionner tous les mécanismes et les Marocains le font. C'est-à-dire, nous venons d'écouter d'ailleurs le président
de la commission, c'est ça, interparlementaire au Maroc. Mais on doit aussi s'adresser aux autres institutions avec qui nous travaillons. Je parle de la Commission européenne, surtout la Commission européenne. Est-ce que le Maroc est votre partenaire? Est-ce que le Maroc, qui règle avec vous les défis climatiques, les défis de l'énergie, les défis de la migration, les défis sécuritaires, est-ce que c'est votre partenaire, oui ou non? Ils vont vous dire oui, parce que les intérêts des uns et des autres sont là. Ce sont nos partenaires, l'Union européenne, et parce que ces représentants dans la Commission, dans la Commission européenne, ils ont leur poids aussi dans leur pays et sur leurs nationaux et dans leurs partis politiques. Et moi, je pense qu'il faut éviter le piège. Le Parlement européen veut externaliser ses problèmes internes et détourner l'attention des Européens sur la corruption qui règne au sein de cette institution. Comme disait La Fontaine, ce Pelé, ce galeux d'où nous vient tout notre mal. Absolument. Voilà. 2, je pense qu'on doit réactiver nos moyens, nos réseaux, notre commission, et il faut vraiment the right man in the right place. Il faut que les députés qui sont dans cette commission, j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour mon ami Hassan Haddad, il faut que le critère qui soit retenu pour la nomination des députés qui font partie de cet intergroupe n'obéisse pas au règlement intérieur. Il faut qu'ils soient choisis comme par le passé, en fonction de leurs compétences et leur connaissance du problème de la question nationale et des problèmes spécifiques de l'Europe. Troisième chose, c'est qu'il faut absolument ne pas négliger le contact direct avec les parlements nationaux. Les parlements nationaux, c'est beaucoup plus important que le Parlement européen parce que, par le passé, il n'y avait même pas 3-4 ans, on a fait des interventions sur les droits de l'homme en France. À 2 reprises, on a eu des conférences, débats au sein du Parlement national. Donc, le Parlement marocain, c'est bien réactiver, mais revoir nos méthodes de travail. Il faut réévaluer, il faut mettre à niveau notre diplomatie officielle et notre diplomatie parallèle. Merci. Voilà, Antas Mathias, merci à vous de nous avoir suivis. Merci, c'est bien dit par Sébrahim. Merci, Sébrahim. Merci à vous de nous avoir suivis sur cette émission, lors de cette émission consacrée donc à cette réévaluation des relations entre le Parlement marocain et le Parlement européen. Merci à vous, à la semaine prochaine.